Café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, présenté par l'association Evaleco, avec ce soir pour m'accompagner Anne-Cécile Dutertre. Bonsoir Anne-Cécile. Bilal Sidaoui. Bonsoir. Et Mathieu Cadeau. Bonsoir. Voilà une jeune équipe qui participe donc à cette animation de l'émission d'Evaleco. Et ce soir on va parler de low-tech. On va discuter de sans refuser la technologie, réfléchir aux impacts et puis discuter de différentes solutions qui peuvent être apportées et qui vont dans le sens de la préservation des ressources de la planète. Mathieu, low-tech, tu nous fais une petite définition rapide ? Le low-tech, donc, c'est pour principe de minimiser la quantité de technologie, sans pour autant revenir complètement en arrière, mais avec plusieurs axes. Donc, c'est-à-dire mettre de la technologie, enfin le niveau de technologie nécessaire, mais pas plus. Voilà, afin de pas partir dans des choses trop énergivores. Donc il y a plusieurs aspects. On va retrouver en fait plusieurs points qui vont être assez importants dans le low tech. Donc il s'agit pas forcément de cocher toutes les cases. Il s'agit surtout dans plusieurs étapes du processus en fait de création, de production, de s'inquiéter. Tu disais tout à l'heure l'impact écologique et effectivement avec la raréfication des ressources. Des matériaux rares, de plus en plus on va se poser la question de qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on extrait aussi comme ressources et qu'est-ce qu'on a sous la main. D'où aussi un lien avec le local. Trouver les ressources près de soi, près de là où on habite, là où on produit, et aussi avec les personnes qui nous entourent. Donc il y a aussi un lien, pourquoi pas, avec l'artisanat local. Pourquoi je dis pas forcément l'artisanat local, pourquoi tisser des liens, c'est qu'il y a aussi un lien avec le do it yourself, le faire soi-même. Trouver une nouvelle façon de faire soi-même en fait des objets, des productions qui pourraient avoir un lien justement avec les ressources, des ressources un peu amoindries, comment puiser moins. Le faire soi-même, c'est aussi retrouver, se redonner les moyens de mettre la patte sur une démarche de développement durable, si je peux le dire comme ça. C'est retrouver aussi un savoir-faire. Il y en a, je croise beaucoup de personnes qui ont perdu l'habitude, par exemple, de bricoler, de réparer. Et avec le low-tech, ça apporte des solutions réelles. Ça apporte aussi des choses faisables par tout le monde, pour tout le monde aussi. Il y a cette notion d'usage facile et il y a cette notion de transmission. Alors pourquoi je vais parler de transmission, c'est que on retrouve de plus en plus autour du low-tech de la documentation, tout simplement. Quand un jour on arrive à faire un prototype qui concerne le low-tech, l'intérêt c'est aussi de le documenter, de pouvoir passer les plans, de pouvoir passer toute la façon de faire, de fabriquer, par exemple via le web sur des WikiHow, on appelle ça comme ça. Tu parles du web, mais la réflexion autour des low-tech, elle part d'un premier constat, c'est que le développement des technologies se fait sans réellement tenir compte des situations de pénurie, sans réellement tenir compte des consommations d'énergie, de l'épuisement d'un certain nombre de ressources, mais dire qu'on va trouver des solutions grâce au low-tech sur l'internet. Ça veut dire qu'on va quand même utiliser un ordinateur, ça veut dire qu'on va consommer de l'énergie, ça veut dire qu'on va consommer, donc il y a une espèce de contradiction malgré tout, puisque cette réflexion autour du low-tech part du constat que on a besoin d'économiser les ressources. Voilà, mais après ça passe pas forcément par le web. Il y a beaucoup de communautés qui se mettent en place. Il y a beaucoup de structures aussi qui commencent à se monter autour de cette idée de low-tech sur plusieurs aspects. Donc ça passe pas forcément par le web. J'ai pris cet exemple parce qu'il est accessible. Moi, j'en ai profité pour tacler un peu, c'est tout. Oui, complètement. Justement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette opposition entre low-tech et high-tech parce que le high-tech, oui, effectivement, un ordinateur, ça consomme énormément de ressources, de métaux rares. Il y a forcément un moment, c'est une évidence, on ne pourra plus construire d'ordinateurs comme on les connaît aujourd'hui parce qu'il y aura tout simplement plus les ressources. Mais c'est vrai, au-delà des ordinateurs, c'est vrai. Complètement. Il y a une réflexion autour des énergies renouvelables, par exemple. Autour des énergies renouvelables. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, là aussi, on va consommer des matières. Oui, mais le problème... Ils me font les timides, là, les deux, là. Mais je prends le dépourvu. Donc il va y avoir d'autres façons aussi de faire, par exemple, une éolienne. Une éolienne, c'est pas forcément quelque chose d'absolument immense qui fait... je connais pas du tout les proportions, mais on imagine 100 mètres de haut. Alors ça veut dire 100 mètres avec de la matière à chaque fois, un métal excessivement complexe. Une éolienne, on verra tout à l'heure, on parlera prototypes faisables et aussi des prototypes qu'on peut faire
faire ensemble. Mais une éolienne, ça peut se faire avec 3 bricoles et très simplement avec effectivement, même si on achète les matériaux, ce qui n'est pas forcément l'idée, ça se fait très simplement. On va en reparler de différents prototypages que vous êtes en train d'ailleurs de réaliser vous-même sur le site de la SCI Tetris à la Marigarde, mais on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission à titre d'exemple. Je voudrais qu'on continue d'expliquer pourquoi les low-tech, par rapport à quoi cette réflexion s'est mise en place. Le problème, en fait, ça se situe plus au niveau de l'analyse du cycle de vie, parce que les gens, ils ont plus l'habitude de voir en fait toute la partie utilisation de leur objet, mais faut savoir que l'utilisation en général c'est une part infime des consommations d'énergie et des pollutions qui sont générées par cet objet. Parce donc que l'analyse du cycle de vie, tu veux bien définir? Oui, je vais le faire. Si on regarde sur internet, la jolie définition nous dit: l'analyse du cycle de vie est un moyen systémique d'évaluation des impacts environnementaux globaux d'un produit, d'un service, d'une entreprise ou d'un procédé. Donc ce qu'il faut comprendre en fait par cette définition, c'est que effectivement on s'est rendu compte que produire que ce soit des ordinateurs ou n'importe quelle technologie au sens large va consommer en fait la matière première. On s'est rendu compte en fait qu'on prenait pas en compte cette extraction de la matière, son transport jusqu'à l'usine, sa transformation à l'usine, la consommation d'électricité sur le site et son apport jusqu'au magasin et enfin jusqu'à la consommation. Donc c'est tout ce qui se passe à partir du moment où on a extrait des matières premières, qu'on a transporté ces matières premières, qu'on a fabriqué un produit, qu'on l'a emballé, qu'on l'a transporté jusque sur son lieu de vente. C'est tout ça. Mais ça va même plus loin que ça. En fait. Ça va plus loin que ça, exactement. En fait, ça prend aussi en compte la fin de vie en fait du produit. C'est-à-dire après que le consommateur n'en ait plus besoin, l'analyse de cycle de vie va essayer de. Alors il y a énormément de polémiques autour de l'analyse de cycle de vie, c'est extrêmement complexe. Personne ne sont pas exactement les experts, on va dire, ne sont pas exactement d'accord sur la manière de le faire. Mais le fait est que on part de l'extraction de la matière jusqu'à son recyclage ou son enfouissement s'il est enfoui, etc. Donc ça part vraiment de la naissance du berceau au cercueil, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais c'est d'ailleurs l'expression. Hein. Oui, absolument. Donc l'ensemble des impacts. Oui. C'est ça qui fait dire effectivement que un champ d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, même si c'est l'énergie renouvelable, eh bien ça ne suffit pas de s'arrêter là. Il faut aussi pouvoir considérer qu'on n'est pas forcément capable de recycler ces matériels en fin de vie. On n'est pas capable de le faire en tout cas à 100%. Oui, il y avait eu beaucoup de polémiques autour des panneaux solaires là-dessus. Il y a quelques années, on produisait la consommation d'énergie pour produire le panneau solaire était quasiment la même que celle qu'elle allait fournir par la suite. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, il y a quand même il y a eu de nettes améliorations. On a des rendements qui sont meilleurs, mais c'est clair que c'est quelque chose qui doit être pris en compte de nos jours parce que clairement on peut pas continuer à extraire. Donc c'est d'essayer de réfléchir suffisamment pour ne pas s'accrocher à de mauvaises solutions, on va dire ça. On continue un café et l'audition et on discute ce soir des low-tech. Mathieu, tu souhaitais compléter. Oui, par rapport à ce que disait Bilal tout à l'heure sur les panneaux solaires, il faut savoir que maintenant, avec les rendements qu'on a aujourd'hui, un tiers de la durée de vie d'un panneau solaire sert à rembourser en gros l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication. Donc quand je dis fabrication, ça comprend extraction jusqu'à la distribution. Voilà. Oui, donc effectivement, on a intérêt à en tenir compte quand on dit youpi, on n'a qu'à mettre des panneaux solaires de partout. C'est pas si simple que ça. D'autant plus que ce qu'il faut voir, c'est que derrière le panneau solaire, il y a des infrastructures énormes pour produire ce panneau solaire. Il y a des machines qui pèsent des milliers de tonnes d'acier et de technologie qu'il faut fabriquer aussi. Et pour fabriquer ces machines, il faut d'autres machines. Enfin, c'est sans fin. Mais est-ce qu'on risque pas d'en arriver à la conclusion que y a pas de solution, que alors si les panneaux solaires c'est pas non plus vraiment une solution et les éoliennes c'est pas non plus vraiment une solution, faut les chercher. On fait quoi On cherche.
On cherche. On essaye, on fait. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi sur les comportements que les choses doivent évoluer? C'est complètement sur les comportements. C'est-à-dire que effectivement, même en tant que consommateur, on n'a pas forcément une vision d'ensemble. Et sur les comportements, déjà, je cite une phrase que Bilal aime bien, le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Donc déjà, utiliser un maximum les objets, les produits qu'on consomme pour limiter, jeter à tout prix. Par exemple, quand on change de voiture, il faut aussi garder en tête que la nouvelle voiture elle a été fabriquée, que l'ancienne c'est des ressources aussi qui vont pas forcément être réutilisées. Enfin c'est donc vraiment allonger un maximum la durée de vie des produits. Et il y a aussi un autre geste qui peut faire la différence, c'est réparer. Donc ça pose aussi la question de qu'est-ce qui est réparable. Mais réparer déjà ça permet de prolonger la durée de vie du produit et retarder l'extraction qui ne devrait pas être systématique. Parce que plus on tend vers des produits high-tech, moins ils sont réparables. C'est ça le problème aussi. C'est complètement un problème. Je vais dire le terme qui fait un peu mal, mais l'obsolescence programmée, c'est effectivement quelque chose qui fait que là, on va droit dans le mur. Donc c'est l'idée, c'est vraiment de, à part le low-tech, faire quelque chose qui dure, qui se répare et qui se répare facilement. D'accord, mais ça permet pas de croissance, donc ça permet pas de faire perdurer notre modèle de société dominant. Ça vient heurter des modes de vie auxquels on est tous attachés aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de confort. Et donc comment vous passez à travers tout ça? Clairement, de toute façon, on a vu que notre mode de consommation, le mode de consommation dit occidental, est clairement pas un système viable. Je veux dire, comme tu le dis, pour moi, c'est comme si on s'est basé en fait à vivre dans un système entre guillemets où les ressources sont infinies, alors que clairement elles ne le sont pas. Donc, comme tu disais tout à l'heure, encore une fois, il va falloir clairement pour notre génération et encore plus, à mon avis, pour celles qui sont à venir, elles vont devoir, changer leur comportement. Ça veut dire que en discutant de low-tech, on discute en vrai de décroissance ou au moins de sobriété. C'est ça que vous êtes en train de dire? De réfléchir à ses consommations, à son mode de consommation. Oui, et peut-être clairement faire en sorte de se dire que être dans un système où on court de manière aveugle et systématique à la croissance ne marche peut-être pas. Beaucoup de personnes ont déjà réfléchi à ce sujet-là. Je peux donner comme exemple le célèbre Pierre Rabhi qui rappelle sans cesse que de toute façon, courir de manière aveugle comme on le fait à la croissance nous conduit droit dans le mur. Et peut-être que un peu de décroissance ne ferait pas de mal si nos comportements, encore une fois, sont amenés à changer. Donc low-tech, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie du tout. Non. Ça veut qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas d'augmentation des savoirs, qu'il n'y a pas de science. Au contraire, j'ai envie de dire. La technologie y est. C'est juste qu'on va l'adapter à nos contraintes environnementales, sociétales. D'accord, ça veut dire qu'on va penser ces objets pour qu'ils soient réparables. Ça, c'est pour faire plaisir à Anne-Cécile. Pour qu'ils soient modulaires. C'est-à-dire qu'on puisse réutiliser les pièces de l'un pour fabriquer autre chose, c'est ça. Et puis qu'on puisse les réparer au maximum, en évitant au maximum la perte de ressources. Voilà, si effectivement on en vient à produire quelque chose qui on va dire à 80% peut être récupéré, réutilisé. Si le reste n'est absolument pas utilisable, c'est qu'une partie de solution. Donc il faut vraiment prendre en compte la totalité de l'objet qu'on va créer pour son cycle de vie et le cycle de vie de chacun de ses composants. D'accord. Et tout ça en continuant de parvenir à satisfaire les besoins quotidiens, simplement avec des objets qui soient plus maîtrisables, avec une durée de vie plus longue. Voilà. Et plus sobre. Et avec un peu plus d'adaptation, je pense pas qu'on y perd tant que ça en confort non plus. Ça revient sans y perdre trop en termes de confort. Ça, c'est un bel objectif. Le café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable. Bon, ça y est, là. Présenté par l'association Evaleco. Donc, en première partie, on a essayé de vous expliquer ce qu'étaient les low-tech, donc les basses technologies. Et durant cette deuxième partie, on va essayer de vous donner quelques exemples concrets de prototypes. Ça suffit là, les gamins. De prototypes qui sont réalisés sur le site d'Evaleco et de la SCIC Tetris.
Mathieu, j'ai bien envie que tu nous expliques ce qui t'a, toi, conduit à aller récupérer une parabole, de la recouvrir de collants brillants, pour faire quoi? Une boule disco? D'abord, pourquoi? Parce que j'ai longtemps cherché ce que j'allais faire. Il y a plein d'énergie qui est disponible autour de nous. Je travaille sur les énergies renouvelables. Et du coup, j'ai décidé de partir sur le solaire. Parce qu'il faut savoir que le solaire, c'est une énergie énorme de laquelle on est bombardé tous les jours. En moyenne, en France, on a à peu près 1 kW au mètre carré. Donc ça représente l'équivalent avec 1 kW, on pourrait alimenter, je fais le calcul vite fait, 20 ordinateurs portables. Donc ça représente quand même une énergie assez conséquente. Donc si on arrive à récupérer toute cette énergie, on peut quand même faire pas mal de choses. Et du coup, moi, ce que j'ai voulu faire avec cette parabole, c'est faire un four, donc soit un four pour les aliments, soit un four pour du plastique ou même de l'aluminium. On espère pouvoir en faire fondre à la fin. Mais juste avant ça, en fait, juste avant de bifurquer sur le projet des fours solaires, moi, je m'étais aussi un petit peu intéressé à la question. Et moi, c'était en fait sur le site de Tetris, qui est un Fab Lab, un laboratoire de fabrique numérique, où en fait j'ai vu un petit moteur qui s'appelle moteur Stirling, qui marche avec un point. Bon, je résume très rapidement le moteur Stirling. En fait, c'est un moteur qui marche grâce à un gradient de température qui est créé au sein d'un petit moteur. C'est-à-dire un différentiel entre du froid et du chaud. Voilà. Exactement. Et donc là, le point chaud était créé en fait par une petite lampe à huile, voilà. Diode, oui. Et donc l'idée, c'était de se dire, tiens, ce moteur marche avec juste une différence de température air chaud, air froid. Pourquoi ne pas utiliser en fait de l'énergie solaire pour créer ce point chaud? Et c'est comme ça que moi j'ai commencé un petit peu à regarder ça. Et avec les échanges qu'on a eu notamment avec Mathieu et puis d'autres sur le site, on s'est rendu compte que avec une parabole, si elle était bien recouverte, donc avec partie bien réfléchissante, on pouvait aller au-delà que de créer un simple point chaud. On pouvait carrément créer un four solaire. C'est vrai que j'ai oublié d'expliquer un peu le principe, c'est que la parabole concentre tous les rayons du soleil, et donc ce qui fait qu'on a une énergie énorme sur une petite surface, et ce qui fait qu'on atteint des températures vraiment importantes. Avec des grosses paraboles, on peut faire fondre de l'acier, on peut faire fondre énormément de choses. Et c'est vrai que le moteur Stirling, c'est une technologie qui est super intéressante, mais qui est malheureusement beaucoup ignorée. C'est un moteur qui existait déjà avant le diesel et l'essence, et elle est très peu utilisée. Et donc cette application du moteur Stirling sur une parabole, c'est déjà utilisé. Par exemple aux États-Unis, là, j'ai vu que dernièrement ils montaient un énorme champ de paraboles avec un moteur Stirling. Le total, c'est près de 800 mégawatts, donc l'équivalent d'une centrale nucléaire. Et donc avec 30 000 paraboles qui s'orientent en fonction du soleil et qui donc produisent de l'électricité comme ça. C'est colossal. C'est vrai qu'on se rend compte en traitant le sujet du low-tech qu'il y a beaucoup de technologies qui reviennent justement par le low-tech et qui datent d'avant l'utilisation systématique du pétrole, enfin des hydrocarbures en général. Et ça, c'est sur plusieurs prototypes, on s'en rend compte. Vous avez d'autres exemples de protos qu'on fait que vous voulez nous présenter? Oui, il y a énormément de prototypes. L'avantage, c'est vrai que sur le site de la SCIC Tetris, énormément, il y en a plusieurs. On va quand même rester modeste, Bilal. Oui, façon de parler. Mais en tout cas, on a la chance de pouvoir expérimenter différents prototypes. Et là, par exemple, on a notre amie Céline, que je salue au passage, qui travaille sur un montage d'éoliennes. Et en fait, elle se base sur des données qu'elle aurait récupérées sur Internet, des données donc transmises par la POC 21, et non pas la COP, donc qui est en fait, c'était au moment de la COP, et effectivement, il y a eu mise en lumière d'un certain nombre d'initiatives qui vont dans le sens de ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Comment on arrive à construire par exemple des matériels qui produiraient de l'énergie avec un impact environnemental minimal. Oui, absolument. En fait, il y a plein de scientifiques, d'ingénieurs, etc. Une centaine à peu près qui sont réunis là, par exemple, durant l'été 2015 en France, pour justement réfléchir à ce genre d'initiative. Et puis, au bout de 5 semaines, ils ont développé une douzaine de technologies à peu près durables qui sont accessibles à tous en fait sur Internet. Et là, ce qu'on est en train de tester notamment, c'est récupérer en fait les données de fabrication d'une éolienne, donc que tout le monde peut faire à la maison. Il suffit de mémoire, je crois que, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, il suffit d'utiliser une verticale. Voilà, une petite
éoliennes verticales avec de l'aluminium qu'on peut récupérer notamment en fin de procédé dans des imprimeries ou autres industries. Et comme ça, en fait, en suivant des tutos sur Internet, parce qu'il y a aussi cette volonté en fait de mettre à disposition de l'information pour tous avec l'open data. Donc à travers leur site, nous avons des tutos qui permettraient de fabriquer ces éoliennes-là. Elle est en cours de fabrication. Et c'est ce qu'on est en train de faire, voilà. Et donc l'objectif, c'est que si les personnes sont intéressées, elles pourront venir vous rencontrer et apprendre avec vous, du coup en se passant de l'internet, venir apprendre à fabriquer cette éolienne. Absolument, tout le monde est bien sûr le bienvenu ça sera aussi l'occasion de peut-être pour nous d'apprendre aux personnes, mais aussi de recevoir en échange des savoirs qu'on n'a peut-être pas, continuer à créer ce genre de prototypage. Pensez, Mathieu, à nous expliquer, donc c'est à partir de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie solaire que tu as commencé de prototyper le four solaire avec une parabole. Il y a quoi d'autre sur le site de Tetris avec à partir du solaire ? Alors en ce moment, je suis en train de travailler, donc je suis sur la fin, sur un prototype de chauffe-eau solaire qui permet encore avec la forme parabolique de concentrer les rayons du soleil et donc d'atteindre une température assez importante, ce qui permet donc en faisant passer de l'eau dans un tube peint en noir de la réchauffer. Et donc cette installation, elle est possiblement, on peut l'imaginer, dans un circuit d'eau domestique qui permettrait de préchauffer l'eau avant qu'elle rentre dans un cumulus classique. Voilà. Ok, je te pose une petite colle, mais tu penses monter à quelle température à peu près avec ton petit prototype? Alors, vu que j'ai pas complètement fini, on l'a pas testé en conditions réelles. Près, mais les températures que j'avais eues, je pense pouvoir monter autour de 50 degrés, quoi. C'est-à-dire de l'eau chaude. Oui, ce qui est clairement pas négligeable. 50 degrés. Faut savoir, l'eau chaude sanitaire, elle a 65, quoi. Donc après, il ne reste plus beaucoup à chauffer, quoi. Il y a aussi le séchoir solaire. Oui, il y a un séchoir solaire aussi qui a été monté, pareil, grâce à des informations qu'on peut trouver sur Internet. Toujours pareil, mais le principe est très simple. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire sécher des fruits ou des légumes grâce à l'énergie solaire. Donc c'est une espèce de petite boîte rectangulaire à travers laquelle donc l'air va passer donc par des conduits d'aération qui vont être réchauffés grâce à une tôle qui est de couleur noire en fait, qui va venir donc récupérer l'énergie thermique des rayons du soleil, qui va réchauffer l'air. Cet air-là va venir assécher en fait les fruits et légumes qu'on aura posés à l'intérieur de du système. Donc cette chaleur va déshumidifier donc finalement ces produits-là, et puis à la sortie, l'air qui sera donc plus humide sera évacué. Voilà, s'il fait chaud pendant quelques jours d'affilée, eh bien on peut comme ça transformer. Mais c'est une technique ancestrale de faire sécher au soleil des tomates. Oui, absolument. Là, qu'est-ce qu'apporte, qu'amène en plus le chauffe-eau solaire dans ce cadre-là, par rapport à simplement mettre le séchoir solaire, pardon. Oui. Je pense qu'avec cette machine, avec ce système-là, on va pouvoir monter plus vite en température. Et en fait, c'est une manière d'optimiser ce qui peut se faire déjà de manière naturelle. Et ça permet surtout après d'avoir une conservation de longue durée qui nécessite pas d'électricité. C'est vrai que du coup mettre tout ce qui est fruits et légumes de saison, on n'est plus obligé d'utiliser un congélateur ou des choses comme ça pour pouvoir le garder toute l'année, mais on peut les consommer tout au long de l'année grâce au fait de les avoir fait sécher déjà par le séchoir en fait. Donc déjà on réduit beaucoup tout ce qui est impact énergétique pour la consommation de ces produits. Et sur une idée d'impact systémique, on parlait tout à l'heure de mesure d'impact. Déjà là, on a quelque chose d'intéressant. Et oui, et puis pour rester connecté donc avec les low-tech, l'ensemble des matériaux qui ont été utilisés en fait pour ce panneau, pour ce séchoir solaire, et de la récupération. Pour presque tous les prototypes qu'on fait. D'ailleurs, c'est parce que c'est un principe. Oui. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà, on a prouvé que c'est possible. Le but, c'est pas simplement de faire ça avec des matériaux de récupération. L'objectif, c'est de voir ce que ça donne vraiment. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? C'est ça quand même l'objectif. Et puis de voir si les gens peuvent les refaire derrière chez eux aussi.
C'est d'ailleurs pour ça que ça c'est une belle transition, ce qui va nous permettre peut-être Anne-Cécile de rappeler tout ce qu'on peut trouver comme atelier à Evel-Eco et sur le site de la coopérative Tetris. Effectivement, vous pourrez retrouver du coup les ateliers du Repair Café tous les 3e samedis du mois à l'occasion de la mini fête du libre. Mais vous pouvez aussi trouver la friperie Repair Café où vous avez la possibilité de venir avec du petit matériel électroménager en panne. Voilà, et là, vous allez trouver dans une ambiance très conviviale des réparateurs bénévoles qui vont tenter de réparer. De réparer et apprendre à réparer aussi. Oui, aussi. Bien sûr. Les gens font avec les réparateurs. Sur la même thématique, vous avez aussi la friperie circulaire et le café couture, où vous pouvez venir apprendre. On parlait au début de l'émission de savoir-faire. L'idée, c'est la transmission de savoir-faire dans un moment vraiment sympa. Et la friperie circulaire, l'idée, c'est au lieu de jeter des vêtements qui ne vous plaisent plus ou bien qui ne sont pas forcément en usage, c'est passer par le café couture pour les réparer et les proposer dans la friperie pour ne pas les jeter, mais pour que quelqu'un puisse les réutiliser. C'est un autre mode de consommation, c'est un autre mode aussi d'appréhension finalement de tout ce qui est textile. Et dans cet esprit-là aussi, vous pourrez trouver l'association Choisir avec l'atelier de réparation de vélo, où vous pouvez venir apprendre à réparer votre vélo. Il y a aussi toute cette idée de récupérer des vélos qui sont ou pas en état pour faire une maintenance et pour pouvoir refaire des vélos en état de marche. Donc de reconditionner et de recycler les vélos. Alors les vélos qui pour moi sont l'exemple type du low-tech. Voilà, exactement. Donc il y a cette idée de changer de mode de déplacement, mais il y a aussi l'idée qu'un vélo, il y a certains savoir-faire à acquérir, d'où l'intérêt aussi des ateliers de Choisir. Mais il y a cette idée que chacun peut le réparer en fait. Les pièces sont facilement, sont à disposition et il y a tout cet accompagnement pour le do it yourself, quelque chose qui caractérise quand même fondamentalement le low-tech. On retrouve la même chose avec le matériel informatique, avec les ateliers d'informatique solidaire de l'association Evel-Eco. Et donc du coup, nous vous invitons au 23 route de la Marigarde, déjà pour découvrir les prototypes, pour participer aux ateliers. Voilà. L'idée c'est vraiment de transmettre. On fait pas ça dans notre coin, on fait ça pour voir si c'est faisable et pour transmettre à qui veut essayer, parce qu'il y a vraiment du potentiel. Et récupérer des informations supplémentaires. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas du tout techno, ce sont la fabrication de bacs pour les incroyables comestibles. Voilà, venez nous rencontrer au 23 route de la Marigarde et vous souhaitons une très belle soirée à toutes et tous sur Agora Côte d'Azur. Bye.